Imaginez un instant que votre propre sang se transforme soudainement en plomb liquide. Vous êtes sanglé dans un cockpit de verre et de titane, filant à plus de 1500 km/h. Soudain, vous tirez violemment sur le manche pour engager un virage serré. En une fraction de seconde, une force invisible et écrasante s'abat sur vous. Votre corps, qui pesait 80 kg il y a un instant, en pèse soudainement plus de 700. Vos bras sont cloués aux accoudoirs. Votre mâchoire s'affaisse. Mais le véritable cauchemar ne se déroule pas à l'extérieur. Il se passe à l'intérieur de vos artères. Sous cette pression monumentale, votre cœur, cette pompe musculaire parfaite pour la vie terrestre, n'a tout simplement plus la force mécanique de propulser le sang vers le haut. Le sang déserte votre cerveau pour s'écraser dans vos jambes. Votre vision perd ses couleurs. Un voile gris apparaît. Puis, la vision périphérique se referme comme un tunnel. C'est le voile noir. Dans une seconde, votre cerveau, privé d'oxygène, va s'éteindre. Vous allez perdre connaissance aux commandes d'une machine de guerre supersonique. C'est ce que l'on appelle le G-LOC, la perte de conscience induite par la gravité. C'est le mur biologique absolu de l'aviation de chasse. Et pourtant, dans le ciel d'aujourd'hui, les pilotes français aux commandes du chasseur omnirôle Rafale encaissent des virages monstrueux à 9G encore et encore, enchaînant les manœuvres sans jamais sombrer dans l'inconscience. Sont-ils des surhommes génétiquement modifiés? Absolument pas. La réponse n'est pas biologique, elle est purement mathématique, biomécanique et technique. Les ingénieurs de Dassault Aviation et les spécialistes de la médecine aérospatiale ont conçu un système de survie symbiotique, une trinité anti-G, capable de pirater les lois de la physique pour maintenir un cerveau humain éveillé dans un environnement qui devrait mathématiquement l'éteindre. Et la première brique de ce chef-d'œuvre d'ingénierie repose sur un simple chiffre, un angle géométrique précis de 29 degrés. Bienvenue dans les coulisses de la biomécanique de combat. Pour comprendre le génie de l'ingénierie française, il faut d'abord disséquer l'ennemi. L'accélération gravitationnelle, communément appelée la force G. La physique nous enseigne via la deuxième loi de Newton, Dalla F(Hm hc(A) que la force subie par un corps est proportionnelle à sa masse et à son accélération. Sur la surface de la Terre, nous subissons en permanence un G. Notre corps, forgé par des millions d'années d'évolution, est une machine hydraulique parfaitement calibrée pour fonctionner sous cette gravité standard. Le cœur humain est une pompe mécanique. Sa mission principale, outre l'oxygénation, est de lutter contre la gravité terrestre pour envoyer un fluide visqueux vers le point le plus élevé du corps, le cerveau. La distance verticale entre votre cœur et votre cerveau est d'environ 30 cm. Pour franchir cette hauteur, le cœur génère une pression artérielle d'environ 120 mm de mercure. Tant que la pression est suffisante pour vaincre le poids de cette colonne de sang de 30 cm, votre cerveau reçoit de l'oxygène et vous restez conscient. Mais dans le cockpit d'un avion de chasse, les règles de la physique terrestre explosent. Lorsqu'un Rafale effectue une ressource brutale, la force centrifuge plaque le pilote au fond de son siège. S'il encaisse 9G, cela signifie que la gravité artificielle dans le cockpit est 9 fois supérieure à celle de la Terre. Appliquons cela à la mécanique des fluides. L'équation de la pression hydrostatique stipule que la pression exercée par un fluide dépend de sa densité, de l'accélération de la pesanteur et de la hauteur de la colonne de fluide. À 9G, l'accélération est multipliée par 9. Concrètement, le sang dans les artères du pilote devient soudainement 9 fois plus lourd. La colonne de sang de 30 cm entre le cœur et le cerveau se comporte physiquement comme si elle mesurait près de 3 mètres de haut. Le cœur humain est mis au défi de pomper un liquide dense à l'équivalent de 3 mètres de hauteur. C'est une impossibilité mécanique absolue. La pression artérielle au niveau de la tête chute drastiquement. La pompe tourne à vide. La mécanique des fluides est implacable. Le sang obéit à la gravité, fuit le crâne, redescend par la cage thoracique, traverse l'abdomen et vient s'accumuler massivement dans le réseau veineux des cuisses et des mollets. Les vaisseaux sanguins se dilatent sous ce poids écrasant, agissant comme des réservoirs qui séquestrent plusieurs litres de sang vital. Que se passe-t-il exactement dans l'organisme lorsque cette défaillance hydraulique se produit? Le cerveau entame un protocole d'arrêt d'urgence stéréotypé qui se déroule en quelques secondes terrifiantes. Phase 1, le voile gris.
Les yeux sont les organes les plus sensibles aux variations de pression sanguine. À environ 4 ou 5 G, la pression tombe en dessous de la pression des fluides de l'œil. L'œil cesse de transmettre les couleurs. Le pilote voit le monde passer en noir et blanc. Phase 2, la vision tubulaire. Le sang continue de fuir. Le champ de vision du pilote se rétrécit violemment sur les côtés, comme s'il regardait à travers 2 longs tubes de carton. Il ne voit plus que le centre de son affichage tête haute. Le reste disparaît. Phase 3, le voile noir. À 6 ou 7 G, la pression est si faible que le nerf optique lui-même cesse de transmettre les signaux. Le pilote perd totalement la vue. Il est aveugle aux commandes de son jet. Paradoxalement, il est encore conscient et peut entendre la radio, mais il est plongé dans la nuit absolue. Phase 4, le G-LOC. À 9 G, le flux sanguin cérébral est nul. Les neurones s'endorment. Le pilote s'évanouit totalement. Son corps s'affaisse comme une poupée de chiffon dans les sangles. Sa tête bascule. L'avion, livré à lui-même à des vitesses supersoniques, devient un missile hors de contrôle. C'est ce mur biologique que les concepteurs du Rafale devaient abattre. L'avion peut encaisser des contraintes de 10 à 11 G sans que sa structure ne cède. La machine est supérieure à l'homme. Il fallait donc trouver un moyen de modifier la géométrie de l'homme pour qu'il survive à la machine. Pendant les premières décennies de l'ère des jets, les pilotes de chasse étaient assis presque à la verticale. Dans des appareils de légende, l'inclinaison du dossier oscillait entre 13 et 15 degrés. Cette posture droite offrait une excellente visibilité et facilitait le guidage des rails d'éjection. À l'époque, les avions ne tournaient pas assez fort pour que le G-LOC devienne une épidémie mortelle. Mais avec l'avènement des chasseurs à commande de vol électrique permettant de tirer 9 G en 1 seconde, les pilotes tombaient comme des mouches. L'ingénierie aéronautique devait réagir. Les ingénieurs français, en collaboration étroite avec les physiologistes de la médecine aéronautique, ont pris une décision radicale: modifier la posture du pilote pour manipuler les vecteurs de la gravité. Ils se sont tournés vers le fabricant de sièges éjectables Martin Baker pour concevoir un siège spécifique, le M416F, qui s'intègre parfaitement dans la cellule du Rafale. La décision la plus importante de ce design: basculer l'angle du dossier très en arrière à un angle extrêmement précis de 29 degrés par rapport à la verticale. Pourquoi 29 degrés? Pourquoi pas 45 ou même 60 degrés, ce qui coucherait presque le pilote comme dans une Formule 1? La conception d'un avion de chasse est l'art du compromis extrême. Si vous couchez trop le pilote, les forces G ne s'appliquent plus de la tête vers les pieds, mais du thorax vers le dos. Certes, le pilote ne s'évanouit plus, mais d'autres problèmes gravissimes surviennent. À 9 G, le poids de la cage thoracique écrase les poumons, rendant la respiration impossible, et le cœur comprimé contre la colonne vertébrale peine à se remplir. De plus, un pilote trop couché perd toute sa visibilité extérieure arrière et risque de se briser les cervicales lors de l'éjection. L'angle de 29 degrés n'a pas été choisi au hasard. C'est l'équation géométrique parfaite, l'équilibre absolu entre la tolérance physiologique, l'ergonomie de pilotage et la sécurité d'éjection. Mais comment un simple basculement de quelques degrés vers l'arrière peut-il sauver un pilote d'une perte de connaissance? Pour le comprendre, il faut revenir à notre équation de la pression hydrostatique et appliquer de la trigonométrie de base. La force gravitationnelle s'applique toujours verticalement, de haut en bas. Lorsque le pilote est assis parfaitement droit, la hauteur complète de sa colonne de sang subit 100% de la force G. La distance est maximale. En inclinant le siège de 29 degrés vers l'arrière, les ingénieurs introduisent un angle. La distance physique entre le cœur et le cerveau ne change pas, mais la distance verticale diminue considérablement. En appliquant le cosinus de cet angle, la colonne hydrostatique verticale qui pèse sur le cœur est mathématiquement raccourcie. Le cœur a donc moins de hauteur gravitationnelle à combattre. L'effet est double. Non seulement le cerveau est abaissé par rapport au cœur, mais le cœur lui-même se retrouve très légèrement surélevé par rapport au bassin. La colonne de sang, au lieu de peser de tout son poids de manière rectiligne, s'appuie désormais en partie contre la paroi dorsale des vaisseaux sanguins et du siège. L'angle de 29 degrés transforme une chute libre verticale en une glissade inclinée beaucoup plus facile à gérer pour la pompe cardiaque. D'un point de vue clinique, cette modification géométrique apporte un gain de tolérance naturelle d'environ 1 à 1,5 G au pilote,
sans qu'il n'ait le moindre effort à fournir. Là où un pilote assis droit commencerait à voir sa vision se brouiller à 4,5 G, le pilote du Rafale conserve une clarté visuelle totale jusqu'à près de 6 G de manière totalement passive. Mais cette astuce mécanique ne suffit pas à expliquer l'impossible. Gagner 1,5 G ne permet toujours pas de survivre à une ressource brutale à 9 G. À 9 fois le poids du corps, même incliné à 29 degrés, le sang finira inéluctablement par fuir vers le bas du corps. La physique finira par reprendre ses droits. Pour faire du pilote du Rafale le maître incontesté du combat tournoyant, l'ingénierie française devait coupler cette inclinaison statique à un exosquelette pneumatique, capable de réagir en temps réel aux lois de la gravité. À ce niveau de violence cinétique, le corps humain révèle sa plus grande vulnérabilité mécanique, l'élasticité de ses propres tuyaux. Les artères sont des conduits rigides, capables d'encaisser de fortes pressions. Mais les veines, particulièrement celles des jambes et de l'abdomen, sont des vaisseaux capacitifs. Leurs parois sont extrêmement fines et élastiques. À 9 G, la pression hydrostatique devient si colossale que les veines des mollets, des cuisses et de l'abdomen se distendent violemment sous le poids du sang. Elles gonflent comme des ballons de baudruche. En 2 à 3 secondes, près d'1,5 litre de sang quitte la partie supérieure du corps pour s'engouffrer dans ses poches du bas du corps. Le cœur continue de battre frénétiquement, mais il tourne à vide. Pour empêcher le sang de fuir vers le bas, il fallait concevoir une machine capable de s'opposer physiquement à l'expansion des veines. C'est le deuxième pilier de la trinité anti-G, le pantalon anti-G. La combinaison de vol n'est pas qu'un simple vêtement ignifugé. Le pantalon anti-G est un vêtement extrêmement ajusté, contenant 5 vessies pneumatiques interconnectées. 2 poches enveloppent les mollets, 2 poches enserrent les cuisses, et une large poche recouvre fermement l'abdomen. Le principe mécanique est redoutablement simple. Dès que l'avion commence à tirer des jets, de l'air comprimé est violemment injecté dans ces vessies. En se gonflant, les poches d'air se heurtent au tissu rigide extérieur du pantalon. N'ayant nulle part où s'étendre vers l'extérieur, l'air gonfle vers l'intérieur, écrasant littéralement les jambes et le ventre du pilote avec une force de constriction phénoménale. Cette compression externe agit comme un étau. En écrasant les chairs, le pantalon empêche physiquement les veines de se dilater. Le sang, chassé par cette pression pneumatique, n'a d'autre choix que d'être repoussé vers le haut du corps. Cependant, le véritable secret réside dans la poche abdominale. L'abdomen humain contient un immense réservoir de sang souple. Si l'on écrasait uniquement les jambes, le sang fuyant le haut du corps viendrait se masser dans le ventre. En gonflant la poche abdominale, le pantalon comprime les organes internes, bloque cette zone de stockage et pousse le diaphragme vers le haut, ce qui soutient le cœur et l'empêche de s'affaisser sous son propre poids. Mais ce pantalon a besoin d'un cerveau et d'un souffle. D'où vient l'air qui gonfle cette armure? Dans un combat aérien, un virage à 9 G ne prévient pas. La montée en charge du Rafale est terrifiante. L'avion peut passer de 1 G à 9 G en moins d'1 seconde. Si le pantalon met 2 secondes à se gonfler, il est déjà trop tard. Le souffle qui alimente le pantalon provient directement du cœur mécanique du Rafale, ces 2 turboréacteurs Snecma M88. Une fraction de l'air surpressurisé et brûlant est prélevée directement sur les étages du compresseur du réacteur, refroidi en une fraction de seconde, avant d'être dirigé vers le cockpit. Mais entre les tuyères du réacteur et le pantalon se dresse le véritable cerveau de l'opération, la valve anti-G. Pendant des décennies, cette valve était purement mécanique. Elle contenait une petite masse sur un ressort. Lorsque l'avion tirait des jets, la masse descendait, ouvrant la vanne d'air. C'était réactif, entraînant un retard de gonflage potentiellement fatal. Avec le Rafale, l'ingénierie française est entrée dans l'ère de l'anticipation algorithmique. La valve anti-G est devenue électronique et prédictive, directement connectée au calculateur de vol. Lorsque le pilote tire brusquement sur le manche, l'ordinateur sait mathématiquement que l'appareil va générer 9 G dans la milliseconde qui suit. Le calculateur envoie instantanément un signal à l'électrovanne. La valve s'ouvre grand avant même que la force cinétique ne s'abatte totalement sur le pilote. L'air comprimé à haute pression explose dans le tuyau ombilical. Le gonflage est instantané, brutal. Le pantalon enserre les jambes et le ventre du pilote comme un python,
comprimant les chairs avec une force telle qu'elle laisse régulièrement des ecchymoses sur la peau des aviateurs. C'est l'ordinateur de vol qui détecte l'intention de mouvement du pilote, et c'est la puissance des moteurs qui fournit l'énergie mécanique pour empêcher le sang humain de fuir. Grâce à cette technologie de pointe, le pantalon anti-G couplé à la valve prédictive fait gagner entre 1,5 G et 2 G supplémentaires. Faisons le bilan. Un être humain en excellente santé commence à perdre conscience autour de 4,5 G à 5 G. En ajoutant le siège incliné à 29 degrés, nous montons à environ 6 G. En ajoutant le pantalon anti-G prédictif, nous atteignons entre 7,5 G et 8 G. L'ingénierie a réussi l'exploit de maintenir un humain éveillé à 8 fois son propre poids. Mais dans un combat aérien moderne, le pilote doit régulièrement tirer 9 G. Malgré l'inclinaison parfaite du siège et le gonflage ultra-violent du pantalon, il manque encore 1 à 1,5 G de tolérance pour survivre au sommet de l'enveloppe de vol. À 9 G, le sang finit inexorablement par redescendre. Pour combler ce dernier écart, la technologie doit passer le relais à la biologie. Le pilote doit transformer son propre corps, ses muscles et ses poumons en une extension mécanique de l'avion. C'est ici qu'entre en jeu la manœuvre de survie la plus extrême de la médecine aérospatiale, l'AGSM, la manœuvre de contraction anti-G. L'AGSM est une chorégraphie musculaire et respiratoire d'une violence inouïe. La manœuvre se divise en deux composantes simultanées, une contraction isométrique du bas du corps et un blocage respiratoire très spécifique. Dès que l'ordinateur indique une montée en G imminente, le pilote doit contracter de manière absolue tous les muscles de la partie inférieure de son corps. Il verrouille ses chevilles, contracte ses mollets, durcit ses cuisses à l'extrême et serre ses fessiers avec la force d'un haltérophile. En contractant ses muscles de l'intérieur, le pilote vient écraser les veines entre la masse musculaire dure comme de la pierre et l'enveloppe rigide du pantalon gonflé. L'effet tenaille repousse le sang vers le haut du corps. Mais ce sang doit encore franchir la distance jusqu'au cerveau. C'est ici que la composante respiratoire prend le relais, piratant la cage thoracique. Pour survivre, le pilote utilise la technique respiratoire L1, une respiration haletante, hyper-agressive. Il prend une inspiration rapide, bloque instantanément l'air en fermant sa glotte et tente d'expirer de toutes ses forces contre cette gorge fermée. L'abdomen se contracte brutalement. Il maintient ce blocage absolu pendant exactement 2,5 à 3 secondes, lâche une fraction de l'air de manière sonore et réinspire instantanément en moins d'une demi-seconde avant de bloquer à nouveau. En tentant d'expirer contre une gorge fermée, le pilote augmente massivement sa pression intrathoracique. Les poumons gonflés viennent physiquement écraser le cœur. Ce massage cardiaque interne comprime l'aorte et force le sang artériel à gicler vers le haut pour irriguer le cerveau. C'est une symbiose parfaite. L'inclinaison à 29 degrés raccourcit la distance. Le pantalon anti-G empêche la fuite vers le bas et la pression de l'AGSM pousse le sang vers le haut. Mais pirater les lois de la physique a un prix métabolique effroyable. Soutenir un combat de 15 à 20 secondes à 9 G demande au pilote le même effort qu'un sprinter olympique courant un 400 mètres à vitesse maximale. Le rythme cardiaque explose, les muscles brûlent et l'acide lactique sature les tissus. Et l'ennemi le plus insidieux se trouve sur sa propre tête. Un casque de vol moderne pèse environ 2 kg. À 9 G, ce poids est multiplié par 9. La tête du pilote doit supporter près de 18 kg cherchant à lui arracher les cervicales. Si le pilote ne garde pas sa tête dans l'axe, la force de torsion peut provoquer des lésions graves. Un pilote de Rafale est un athlète de très haut niveau dont le stade est un cockpit pressurisé. On ne s'improvise pas maître de l'AGSM en lisant un manuel. Pour forger ces gladiateurs des airs, la médecine aérospatiale utilise la centrifugeuse humaine. C'est un bras métallique massif au bout duquel est fixée une nacelle. Le pilote s'y installe, bardé de capteurs. La machine tourne sur elle-même à une vitesse vertigineuse pour générer 9 G. Le pilote est écrasé contre le fond de son siège. Il doit prouver qu'il maîtrise parfaitement l'AGSM. Les médecins guettent le moindre signe de relâchement qui annoncerait le voile noir. C'est le rite de passage absolu qui sépare ceux qui voleront sur Rafale des autres. Malgré tout cet arsenal, la fatigue musculaire reste le facteur limitant.
Pour repousser les limites de l'épuisement, le système de survie du Rafale intègre la respiration en surpression, ou PBG. Le système vient soulager l'effort respiratoire mécaniquement. Le masque à oxygène est relié à la valve électronique prédictive. Lors d'un virage sous forte charge, l'avion envoie simultanément de l'oxygène sous forte pression directement dans le masque. L'air est forcé à l'intérieur des poumons, augmentant la pression intrathoracique sans que le pilote n'ait à forcer avec ses propres muscles. La machine respire avec lui et réduit la fatigue de près de 30%. Le vol à 9G n'est pas naturel. C'est une violation effrontée des lois de la biologie. Pour vaincre l'inconscience, la France a créé un système symbiotique, triomphe de l'ingénierie pluridisciplinaire. C'est la géométrie du siège incliné à 29 degrés, la mécanique des fluides du pantalon anti-G propulsé par les moteurs et contrôlé par des algorithmes, et la résilience du corps humain maniant l'AGSM et l'air en surpression. Un pilote de Rafale ne s'évanouit jamais à 9G parce qu'il n'est plus tout à fait humain lorsqu'il referme sa verrière. Il devient une extension de sa propre machine, un rouage biologique protégé par un exosquelette de Kevlar, d'air comprimé et de mathématiques. Le Rafale n'est pas qu'un prodige de l'aérodynamique. C'est le triomphe absolu de la biomécanique de combat.